tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va Franck? Ça va bien. Et toi? Ça va. J'espère qu'on va respecter les 1 mètre de distanciation sociale. Oui, mais de toute façon, ils verront qu'avec le montage, puisque tu sais, les 2 étagères qui normalement sont espacées, là, on les a racolées. Oui. Et puis de toute façon, Franck... Enfin, racolées? Non, pas racolées. Rapprochés ou recollés, voilà, comme tu veux. Oui, c'est ça. De toute façon, on partage tout, Franck. Hein, Plus ou moins. Donc on se retrouve pour faire un top 10 des meilleurs films, en tout cas meilleures adaptations de Stephen King au cinéma. Alors on va pas parler des téléfilms. Toi comme moi, on n'a pas lu énormément d'œuvres de Stephen King, on préfère vous le dire tout de suite. Ce qu'on va analyser, c'est vraiment les films tels quels, pas vraiment les adaptations par rapport au livre. Vous me suivez? C'est-à-dire que c'est pas la fidélité au roman, mais bien si le film est bon ou pas qu'on va évoquer aujourd'hui. Mais ouais, je suis assez surpris finalement qu'il n'y ait pas plus de bons films dans la catégorie adaptation de Stephen King. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. Paradoxalement, je me demande si c'est pas un des auteurs qui a été le plus adapté au cinéma. Mais c'est possible. Il y a beaucoup de films qui sont évitables, et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, c'est pour vous proposer les meilleures adaptations des films de Stephen King. De notre point de vue. De notre point de vue, bien évidemment. Je te propose, Franck, d'attaquer tout de suite avec ton numéro 10. Alors, mon numéro 10, Kuro, donc Cujo, je sais pas comment ça se prononce, moi j'ai toujours prononcé Kuro, le chien El Kuro, avec Dee Wallace, qu'on a pu voir dans E.T., et Danny Pintauro, qui jouait dans Madame est servie. D'accord. Qui était plutôt un petit film assez efficace, hein, sur Madame ce chien. Ça me fait penser à un film pornographique, je sais pas. Ouais, mais non, c'était une série sur M6 avec Tony Danza et Alyssa Milano, dont j'étais secrètement amoureux quand j'étais jeune. Grosse info, grosse coupe. Tu l'as vu? Kuro? Oui. Oui. El Kuro? El Kuro. Oui, je l'ai vu, je te laisse le suspense à savoir s'il figurera dans ma liste ou pas. Mikuro. Voilà, et donc je l'ai mis, petit film... D'ailleurs, qui est sorti en remasterisation récemment chez Carlotta. D'accord, ok. En steelbook. Ça, il est trouvable. Ah oui, c'est possible. Ben moi, en numéro 10, je vais mettre Dans les hautes herbes, film qui est sorti récemment sur Netflix, réalisé par Vincenzo Natali, le réalisateur du film Cube, notamment. Ouais, et Cypher et Slice. Ouais, je suis très content parce que je trouve qu'il revient justement à son niveau, en tout cas à ce que j'attendais de lui. Il est vraiment dans un... Je sais pas si tu as vu ce film Dans les hautes herbes. Je l'ai pas vu en entier. Ça t'a pas plu? Ça m'a ennuyé un moment, et puis je me suis dit, je suis fatigué, puis je m'étais dit j'y reviendrai, puis j'y suis jamais revenu. Bon, d'accord, parce que pour moi c'est le pur film de genre dans tout ce qu'il a de genré. Tu vois ce que je veux dire, c'est que vraiment il tient à son concept du début à la fin, et ça fonctionne, c'est un peu dans la veine de Triangle par exemple. Vous avez un espèce de concept qui est mis en place, et puis toute la réalité qui est mise en perspective avec une autre éventuelle réalité. Qui sur le bateau là. Triangle, ouais, c'est ça. Oui. J'ai pas aimé ce film. Pourtant, je trouve que c'est un excellent film. Moi c'est l'actrice que j'y arrive pas avec cette actrice. D'accord. C'est Mélissa George, hein, je crois que c'est. T'as pas réussi à conclure, du coup tu boudes un peu. Et... Ouais, non, je comprends, Franck, je comprends. En tout cas, Dans les hautes herbes, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Il y a l'acteur notamment qui, un des acteurs favoris de James Wan, tu sais, le mec de Conjuring et Insidious. J'ai plus son nom. J'ai mangé son nom. Qui est aussi dans Aquaman. Bref, j'ai plus son nom. Vous l'avez, j'en suis sûr. C'est pas Lambert Wilson, Churchill, c'est pas Owen Wilson, c'est Luke Wilson. Non, c'est pas Luke Wilson. C'est le... Bon, bref, voilà, vous voyez si on parle. Merci, je vais essayer de nous faire gagner 10 secondes, mais j'ai pas réussi. Donc ouais, moi j'aime bien parce qu'il va vraiment au bout de son concept, et j'aime les films à concept, et celui-là je trouve qu'il est très propre. J'aurais aimé peut-être un tout petit peu plus de risques, mais en tout cas, pour moi c'est une très bonne adaptation d'un film de Stephen King. Quel serait ton numéro 9, Franck? Cimetière, la première adaptation de 1983, quelque chose comme ça. Oui, un truc comme ça, qui est ressorti il y a pas très longtemps en 4K d'ailleurs aussi. Je crois pratiquement en même temps que le remake. Que le remake, ouais, ça que je n'ai pas vu. Faire ressortir. Alors, je n'ai pas vu. J'ai pas vu le remake non plus, mais j'ai pas forcément envie de le voir. Bah, disons que les échos. Mais c'est même pas les échos, c'est que moi, il y a l'acteur qui prouve que le film sera mauvais. Oui, comment il s'appelle Tu vois de qui je parle? Oui, qui joue dans Terminator Genesis, qui joue le rôle de John Connor. T'as des acteurs comme ça. Mais d'ailleurs, l'autre acteur qui est aussi dans comment ça s'appelle, dans Die Hard 5. Oui, qui est aussi dans Terminator Genesis et qui est Jay Courtney. Ouais, bah pareil. C'est le tueur de franchise, oui. Non, mais t'as des mecs quand ils sont dans les films, ça pue la merde. Ça sent pas bon. Ouais. C'est fou quand même. Hein. Mais je sais que quand il y a lui dans le film, allez, il y a une chance sur une pour que le film. Il y a aussi un film où il était bien, c'était dans La planète des singes, le deuxième. Le film était bien, mais moi j'ai regretté que ce soit lui justement le héros. Moi c'est pas celui que j'ai préféré en même temps. Mais moi non plus. Moi non plus. C'est même le moins bon de la nouvelle trilogie, je trouve. Pour moi, mais bref.
Donc voilà, cimetière, et avec cette scène, il y a plusieurs scènes, la scène du chat, puis surtout la scène mémorable du coup de scalpel dans le tendon d'Achille du grand-père, là, qui est... Et je l'ai trouvé particulièrement efficace. Alors ça, c'était une découverte de Vidéoclub à l'époque. Et ça faisait partie des bons petits films d'horreur à voir. Il avait vraiment un rang de culte, ce film-là. C'était une œuvre majeure. Je trouve justement qu'il a un petit peu vieilli. Alors je l'ai pas revu. Moi je l'ai revu pour l'occasion parce que je bosse un peu pour nos vidéos. Et du coup je suis resté un tout petit peu sur ma faim. Il y a des grosses qualités, mais il y a aussi des travers, je trouve. Et le film accuse un petit peu le poids des ans, donc le poids des années. Donc en tout cas le début, ne serait-ce que ça, la mise en ambiance, avec le gamin qui manque de se faire écraser par le poids lourd et tout. Enfin il y a vraiment des très bonnes choses. Après il souffre un petit peu justement de son époque. Mais ça reste un classique des adaptations de Stephen King. Effectivement, Cimetière, si vous l'avez pas vu, il faut vous y intéresser. Alors moi, mon numéro 9, c'est Jessie, qui s'appelle aussi Gerald's Game, qui est une adaptation, là aussi, Netflix. Donc t'as vu, moi, le numéro 10 et le numéro 9, c'est Netflix. C'est rare venant de ma part, mais quand il y a des films que j'aime, il faut que je le dise. Donc là aussi, reprise d'un roman de Stephen King, et réalisé par Mike Flanagan, un réalisateur qui m'est cher. Il a réalisé peut-être Dr. Sleep, on l'évoquera peut-être plus tard, je ne sais pas. Alors, c'est pas peut-être qu'il l'a réalisé, c'est sûr qu'il l'a réalisé. Et peut-être que tu l'évoqueras plus tard, oui. Parfois, je regrette qu'il n'y ait pas plus de victimes dues au Covid-19, Franck. Enchaîne. Donc voilà. Donc oui, j'ai beaucoup aimé Jessie, que je trouve qui est aussi un film à concept, au final, parce que c'est un petit huis clos, on va dire, qui est assez ludique, en fait. C'est ça que j'aime bien avec ce film-là, c'est que tu vois un petit peu ce qui se passe, tu comprends un peu les enjeux, et en même temps, t'as hâte de savoir comment ça va terminer ce bazar. Sans trop vous en dévoiler, c'est l'histoire d'un couple, qu'est-ce qu'on peut en dire sans trop dévoiler l'histoire, qui est dans sa maison de vacances. Ouais, c'est ça, et puis c'est... alors si je dis pas de bêtises, c'est lors d'un jeu érotique entre guillemets. Exactement. La femme se fait menotter au lit et puis le type fait une attaque et il meurt. C'est ça. Voilà, mais il faut pas en dire plus du coup. Non voilà, et elle reste coincée quoi. Et elle reste coincée. Enfin, elle reste coincée, menottée, et elle a pas les clés. Où sont les clés? Je vous laisse votre imagination, bien sûr, faire son chemin. Donc voilà, moi je mets ce film en numéro 9. Je trouve que c'est une bonne surprise et ça fait plaisir s'il pouvait y avoir plus d'adaptations de ce calibre. Ça m'irait bien. Ouais, c'est de bonne facture. C'est très propre. Voilà, c'est ça. Ça dépasse pas. Alors Franck, passons tout de suite à ton numéro 8. Mon numéro 8, c'est Christine de John Carpenter. Donc je l'ai mis en numéro 8 parce que je l'aime bien. C'est une bonne adaptation. Après, disons que la première fois que je l'ai vu, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus effrayant. Et j'ai trouvé ça un peu gentil. Après, moi j'aime beaucoup, je trouve que la voiture a une classe folle, la mise en scène est relativement léchée. Après, bon, John Carpenter... Alors, je vais pas dire John Carpenter oblige, parce que j'aime pas toute la filmo de John Carpenter, mais celui-là, il a une bonne tenue. Après, la musique est plutôt convaincante dans le film. Moi, voilà, j'ai plutôt apprécié ce film, et ça fait partie... alors, je n'ai pas lu le livre, mais je pense que ça fait partie d'une des bonnes adaptations de Stephen King, et en tout cas... ça a vraiment la tenue d'un vrai film de cinéma, quoi. Production Netflix, ça fait un peu plus télévisuel, je trouve. Complètement, c'est vrai. Tu vois? Oui, bien sûr. Là, t'as... Alors, je dis peut-être des âneries, mais je crois qu'il y a l'utilisation du cinémascope. Alors, ce serait intéressant aussi de comparer les budgets et la production, savoir en combien de temps ils ont pu faire le film, etc. Bon, c'est pas la même époque aussi. C'est pas la même époque, et c'est pas du tout le même style, c'est pas du tout le même réalisateur. C'est pas le même réalisateur, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes moyens techniques, entre guillemets, donc voilà, donc Christine en 8. Et toi donc, ton numéro 8? Mais écoute, moi je suis sur ma lancée Netflix, donc je vais en profiter. Encore un film Netflix, adaptation de Stephen King, et toute récente là également. Il s'agit du film 1922. Pas vu. Pas vu, pas pris. Pris, puni. Du coup, 1922, c'est quoi? Là aussi, il y a des hautes herbes dans 1922, puisque ça traite d'un campagnard, à l'époque, un agriculteur, exactement, à l'époque de, justement, cette époque-là, en 1922, qui attache beaucoup d'importance à deux choses, son fils et son terrain. Sauf que sa femme en a un petit peu marre de vivre dans cette campagne, un petit peu isolée de tout, et lui dit qu'elle souhaite pour son fils un meilleur avenir, et quitter le domicile pour aller vivre en ville. Et donc, il la tue, non?
Pip. Et donc il se passe des choses. Et je vous laisserai découvrir parce que c'est très intéressant de savoir ce qui s'y passe. Et c'est un film très surprenant parce qu'il n'a pas une super cote. Tu vois, j'étais allé voir un petit peu les critiques pour me dire est-ce que vraiment ça vaut le coup que je le mate pour faire cette vidéo. Pourquoi tu regardes mon front? Non, mais je regarde partout. Il y a quelque chose de particulier. Mais tiens, ça fait trop longtemps que je regarde au même endroit. Du coup, je vais varier les plaisirs. Et du coup, ouais, je l'ai maté pour le coup et je trouve qu'il est complètement sous-coté. Non, vraiment, je trouve qu'il est vraiment sous-coté. Et qu'il est très intéressant. Il est très intéressant dans sa forme. C'est-à-dire que le propos, si tu veux, peut paraître assez simpliste. L'histoire est vraiment des plus basiques, mais en même temps, c'est pas les histoires qui sont intéressantes chez Stephen King, c'est plus le sous-texte. C'est-à-dire ce qu'il inclut là-dedans, les thématiques, et souvent ce qui revient chez Stephen King, c'est justement le côté monstrueux du monde adulte qui est vécu par les enfants. Ouais, c'est ça, et qui parfois va parasiter justement l'enfant. Bah, là, on n'y manque pas, ça traite encore de ça. Ça traite beaucoup de solitude, ça traite de pardon, ça traite de tout ça, enfin du monstre qu'on a en tant qu'adulte, et comment on répand ce mal autour de nous. Vraiment, c'est un film, je trouve, qui est super bien traité parce que lui, il n'abuse pas de jumpscare, il y en a quasiment aucun dans le film. Et pourtant, il te met une ambiance où ça te donne envie de... Enfin, t'es pas bien, tu vois. Parce que des fois, il y a la porte qui s'ouvre comme ça en battant, puis tu vois qu'il y a une silhouette derrière, et tu comprends que, putain, j'aimerais bien me barrer d'ici, moi, tu vois. S'il n'était pas autant attaché à ces putains d'épis de maïs. Et non, c'est très bien. Et alors, je tiens à souligner la prestation de Thomas Jane. Tu sais, qui était dans, par exemple, Punisher, qui joue l'agriculteur, mais vraiment à la perfection. Si tu veux, parce que je l'ai vu en VO, bien sûr, c'est très important. Qu'est-ce que c'est que jouer l'agriculteur? Alors, il joue l'agriculteur des années 1920. J'ai pas beaucoup de références en la matière. Eh bien, écoute, quand tu le vois, tu sais qu'il est dans le vrai. D'accord. Non, en fait, si tu veux, il prend un accent très américanisé, tu sais, il articule pas. Il parle comme ça dans sa barbe et tout, et il a une espèce il est très bourru, il a une espèce de dégaine et tout. Écoute, sa prestation, elle est vraiment énorme, et je trouve que ça relève le long métrage. Le niveau. En fait, je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, alors que malheureusement, il a pas super bonne presse. Bah, du coup, j'y jetterai peut-être un œil. Ouais. Numéro 7, quel est ton numéro 7, Franck? Eh bien, mon numéro 7, c'est un film adapté d'une nouvelle qui, je crois, s'appelle The Body. Le film, il y a un titre français, je l'ai appris en regardant la fiche Wikipédia qui s'appelle Compte sur moi. Le titre original, c'est Stand By Me, avec le regretté River Phoenix, qui était le frère de Joaquin Phoenix. Et donc, c'est l'histoire de 4 gamins qui partent... Alors, il y a un gamin qui a disparu, ils partent plus ou moins à la recherche et ils découvrent le corps de ce gamin-là, quoi. Alors, toute la quête des enfants est d'aller chercher justement un corps. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils ont entendu, le gamin a entendu son grand frère dire qu'il y avait un corps qui était quelque part dans la forêt, on va dire. Et donc, ils se mettent en quête d'aller le chercher. Ouais, donc on va suivre l'aventure de ces 4 gamins, un peu à la Goonies, un peu, Ouais, mais c'est beaucoup plus sombre. Ah, bien sûr. C'est beaucoup plus sombre. C'est Stephen King. Ouais. Et donc c'est Rob Reiner qui le réalise. Oui. Et donc ouais, c'est mon numéro 7, Stand By Me. Il a réalisé Quand Harry rencontre Sally, Bob Reiner, tiens. Ah oui. Ouais. Il était pas mal d'ailleurs. Très bien. Il y a longtemps que je l'ai pas vu, mais j'en ai un bon souvenir. Donc voilà, Stand By Me avec la bande originale mythique de Benny King. Qui chante cette belle chanson. Tu as raison de défendre ce film, c'est un film qui est peu souvent évoqué dans les adaptations. Oui, mais parce qu'on n'est pas du tout dans le registre du fantastique et de l'horreur, mais par contre complètement dans le registre de l'enfance. Et on est complètement dans les thématiques de Stephen King. Mais complètement. Eh bien, mon numéro 7 est The Mist. Je l'évoquais, je parlais de Thomas Jane tout à l'heure. Il joue également, il est le protagoniste de The Mist. The Mist, bien sûr, le blizzard, le brouillard, le brouillard, parce qu'en fait c'est une ville dans laquelle un brouillard massif va venir cacher toute visibilité, et des gens vont se retrouver enfermés dans un supermarché, et là vont venir se frapper contre les vitres du magasin des espèces de monstres volants, tout dégueulasses. Et en gros, ils sont confinés comme ça dans ce petit espace. Ça rappelle des souvenirs. Et du coup, ils vont se demander ce qui se passe et comment sortir de cette situation. Il y a un côté très Lovecraftien dans The Mist. Alors c'est de Frank Darabont, qui a déjà réalisé d'autres adaptations de King. Oui. Moi, c'est son esthétique avec laquelle j'ai du mal. Parce qu'il y a un côté télé
Je trouve, il n'y a pas un côté cinématographique. Je trouve qu'il y a un côté télévisuel dans l'image, dans la nature même de l'image. Je sais pas si tu l'as revu. Oui, je sais ce que tu veux dire, Franck. Il y a ce côté. Je comprends mais après, la réalisation, par contre, te donne le côté cinématographique à fond, quoi. C'est pas de la série télé en termes de réalisation. Non, mais je sais pas. Il y a un côté qui fait que je suis pas rentré dedans. D'ailleurs, il y a des acteurs de Walking Dead qui jouent dedans. Le film est bien, hein, The Mist. Il est excellent. Le film est bien, mais je sais pas, l'image me plaît pas, quoi. L'image me plaît pas. Et puis Thomas Jane, moi je suis pas. Il a un côté Christophe Lambert américain, quoi. Écoute, mais complètement. Non, mais c'est vrai. Mais après, est-ce qu'il est pas un peu sous-coté, sous-utilisé lui aussi, tu vois, parce que c'est pas un mauvais acteur. Hein. Non, et puis il a une. D'ailleurs, la preuve dans 1922, vraiment, vous allez voir que c'est pas du tout un mauvais acteur. Au contraire, c'est un très bon acteur. Quand on lui donne quelque chose à jouer, parce que c'est vrai que c'est pas dans Punisher qu'on va voir ses talents d'acteur. En même temps, Punisher, c'était pas une très bonne adaptation. The Mist, moi, là, c'est le côté fantastique de King. C'est-à-dire qu'on s'attache, on parle d'humain au travers du fantastique, contrairement à Stand By Me, que tu évoquais tout à l'heure, où justement, c'est l'inverse. On parle de monstres au travers de l'humanité. Et donc, c'est ce qui est très intéressant dans The Mist, et c'est vrai qu'il a peut-être un peu vieilli visuellement au niveau des effets spéciaux, notamment, et peut-être que ça gâche un petit peu la fête, mais je sais que c'est pas ce que tu étais en train de dire. Non. Je rajoute ça aussi au truc, mais toujours est-il que c'est un film, moi, qui éveille mon imaginaire et qui, en plus, qui laisse un arrière-goût. Je vais pas rêver de la fin, mais légère amertume. Légère amertume, un petit coup de... Je sais pas ce que j'ai bouffé, mais c'était pas très bon, tu vois. Non, j'aime beaucoup The Mist. On en est au numéro 6, Franck. Numéro 6. Je t'écoute. Eh bien moi, il s'agit de la première adaptation d'une œuvre de Stephen King à l'écran. Il s'agit de Carrie, de Brian De Palma. Alors Carrie, il y a ce truc particulier, c'est que quand je l'ai vu assez jeune, je dois dire... De Carrie. Et du coup, ça t'a empêché de voir le film. Voilà, c'est ça. J'avais pas particulièrement accroché. Et en fait, je pense que le sujet est peut-être plus... Le traitement qui en est fait est peut-être plus adulte que le traitement qui a été fait du remake avec Chloé Grace Moretz, que je ne vous recommande absolument pas. Non, ça vaut pas la peine. Après, voilà, c'est Brian De Palma, on reconnaît sa mise en scène. Il y a un côté très... de toute façon, c'est les années 70, hein, c'était en 77, puisque je crois qu'il y avait un casting parallèle pour Star Wars en même temps. Hein. George Lucas a pris une partie du casting, et puis De Palma a pris l'autre partie pour son Carrie. Je trouve que c'est un film que, quand je revois maintenant adulte, j'apprécie beaucoup plus. Peut-être parce que j'ai plus de clés pour en apprécier toute la... et puis parce que c'est De Palma, et pour le coup c'est la force du long métrage, c'est que De Palma s'en empare complètement. Oui. Et du coup tu le regardes aussi pour la réalisation, enfin surtout pour la réalisation, parce qu'au final, moi je l'ai pas mis dans mon top, je préfère le dire tout de suite, alors que c'est un très très bon film, Carrie. C'est même un excellent film si on considère uniquement par sa réalisation. Ouais, puis enfin je sais pas, je trouve que Sissy Spacek aussi habite le rôle d'une manière où elle en est terrifiante, quoi. Non, puis c'est plein de messages, c'est plein de métaphores, et c'est en ça que le film est très intéressant. Moi, je l'ai pas mis parce que justement, là pour le coup, quand on fait un top, souvent il y a le côté passionnel qui rentre en compte, et il y a des œuvres, tu vois, j'ai mis des œuvres qui sont des moins bons films que Carrie, mais qui me passionnent un petit peu plus, tu vois. Et Carrie, c'est une œuvre que, avec le temps, à force de l'avoir vue, je peux m'en passer. Tu vois, il est presque dispensable pour moi. Alors qu'attention, c'est un excellent film de Palma. Par contre, je trouve de plus en plus intéressant avec le temps, quoi. Ouais, mais bien sûr, il l'est, parce que quand tu t'intéresses justement à ce qu'il représente et tout ça, il est passionnant, ce film. Mais, si tu veux, c'est pas un truc qui me... Voilà, il éveille pas mon imaginaire autant qu'un peut le faire The Mist, tu vois. Du coup, je l'ai pas mis dans mon top. Voilà, je te laisse finir d'en parler. Non, ben voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus, quoi. C'est une œuvre de Brian De Palma, puis on reconnaît tout de suite la patte du réalisateur. Alors, il y a eu une suite, je crois, il y a eu un Carrie 2. Je sais pas. Si, il me semble, mais je crois que ça a été un DTV, enfin direct ou vidéo, que je n'ai pas vu, hein, donc je n'en parlerai pas plus que ça. Mais voilà, ouais, donc Carrie, de toute façon, déjà, pour le fait que ce soit la toute première adaptation d'un film, d'un livre de Stephen King. Je crois même que les droits... Et de toute façon, je crois que c'est son premier roman, Stephen King, Carrie. Il me semble, si je dis pas de bêtises, mais ça doit être ça, ouais. D'accord. Enfin bref, voilà, donc Carrie, de Brian De Palma. Très bien, on en est au numéro 6, c'est bien ça? Je crois, oui. Mon numéro 6, c'est Stand By Me. Ah bah voilà. Tu en as beaucoup parlé, je vais rajouter juste deux, trois mots dessus, c'est un film que j'adore, pour son côté humain, justement, on l'évoquait. Alors, on parlait du côté Goonies, en fait, ces personnages
c'est des personnages typiques à la Stephen King. D'ailleurs, on retrouve un peu le même quatuor dans ça, dans ses remakes et dans l'original, avec justement les mêmes stéréotypes de personnages. C'est ce qui est assez rigolo. Il y a le personnage à la lunette qui est un peu déconnant, t'as l'autre un peu plus timide qui va justement se dévoiler, t'as le badass qui est là pour appuyer, enfin, etc. Et t'as l'enrobé. Enfin, c'est vraiment voilà, le même stéréotype. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que le film peut paraître justement ne pas raconter grand-chose en première lecture, alors qu'en fait, il est très très riche en termes de thématiques, en termes de réflexion sur ce qu'est l'enfance et surtout ce qu'est le passage à l'âge adulte. Parce qu'en fait, c'est ce que va raconter le film, hein, c'est que quand il découvre le corps, on est sur le passage de l'âge adulte, en gros faire le deuil pour pouvoir grandir. Et il y a vraiment beaucoup de thématiques. Chaque enfant représente ses souffrances, en fait. Et chaque enfant a souffert de ses parents. Et ils ont tous, si tu veux, ils ont tous un côté monstrueux, ces parents, et ils déteignent sur leurs enfants en créant des fêlures chez les enfants. Et ça qui est assez intéressant, puis qui devient touchant du coup quand tu regardes ces gosses, parce que ils ont leurs propres blessures et ils sont obligés de les porter à bout de bras pendant toute leur marche pour justement s'en aguerrir et devenir des hommes, quoi. Ouais, et c'est ce qui est vraiment passage. Vraiment... Ouais, et du coup c'est presque un road movie. On a suivi. De toute façon, oui, ils suivent les rails du chemin de fer. Voilà, ils suivent les rails, ils suivent le chemin de la vie. Et puis ils découvrent ce que c'est que la vie, les blessures, les douleurs, et ils découvrent ce que c'est que de s'entraider. Et même si au final, ils sont pas forcément faits pour être les uns avec les autres, puisqu'on se rend compte à la fin que leur chemin se sépare. Enfin, c'est une formidable leçon de vie, je trouve. Et donc, j'adore ce film, Stand By Me. Franck, on approche du quintet de tête. Quel est ton numéro 5 ? Running Man de Paul Michael Glaser, alias Starsky dans la série avec Arnold Schwarzenegger. Donc c'est un film d'ailleurs qu'on oublie souvent dans sa filmo. Alors je crois. Alors moi personnellement je l'ai pas vu, figure-toi. T'as pas vu Running Man ? Je n'ai pas vu Running Man. Ben écoute, on arrête. Ah non, voilà. Écoute, je le verrai. T'as jamais vu Running Man ? Non, je n'ai jamais vu Running Man. Alors j'ai peut-être vu des bribes de films quand j'étais gamin, tu sais, mais j'en ai aucun souvenir. C'est le Schwarzenegger des années. Enfin, c'est dans la quintessence de ce qu'il faisait dans les années 80, quoi. C'est la suite de Commando et tout. C'est dans le même délire, sauf que c'est dans un délire SF, quoi. Alors j'avais lu qu'en fait ce film était vraiment une mauvaise adaptation qui prenait beaucoup de liberté par rapport au roman. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas souvent évoqué. S'il prend trop de liberté, peut-être que... Oui, mais enfin, il y en a d'autres qui prennent des libertés et c'est resté dans l'histoire du cinéma. Est-ce qu'il y a un rapport avec le côté Forrest Gump, là, tu sais, où ils courent, où ils essaient d'aller faire le tour du monde ? Ah non, pas du tout, non. Non, en fait, c'est Running Man, c'est grosso modo quand on est accusé d'un crime, voilà. Là, il s'agit de Ben Richard, donc qui est campé par Arnold Schwarzenegger, qui est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, ça on le sait de toute façon. Ou qu'il dit ne pas avoir commis en tout cas. Voilà, oui. Et du coup on le met dans un jeu télévisé où grosso modo il va devoir affronter un tas de gladiateurs et s'il survit, il est libre. Et s'il survit, il est libre. Ouais. Sauf que on te vante les mérites. Ah oui, mais je peux pas dire ça parce que ça spoil et tout. Spoil pas, mais alors c'est du pur actionneur des années 80. C'est traité comme tel avec les punchlines, avec le je reviendrai, il le dit dedans. Il est en espèce de combinaison moulante pendant tout le film. Il se frotte à des situations et en fait il passe d'épreuve en épreuve et il affronte différents adversaires. Et à chaque fois qu'il y a des mises à mort, il y a toujours des punchlines un peu rigolotes. C'est presque un jeu vidéo dans le traitement. Ouais, non mais voilà, c'est ça. Niveaux, c'est assez fun. Franchement, Running Man, c'est assez fun. La musique est assez connue, hein. Je crois qu'elle avait fait l'objet d'une reprise pour une émission de télévision. Je sais pas si c'était pas les dossiers de l'écran ou un truc du genre. Enfin bon, bref, on s'en moque un peu. Toujours est-il que voilà, ça fait partie du Schwarzenegger du milieu des années 80, dans la période, dans la veine Commando, tous ces trucs un peu décomplexés. C'est un film qui est souvent oublié dans sa filmo et pourtant ça vaut largement tout ce qu'il a fait ailleurs, quoi. Mais voilà, t'as pas vu Running Man, voilà. Avec plaisir, franchement. C'est une adaptation d'un livre de Stephen King qui d'ailleurs à l'époque avait été publié sous son pseudonyme Richard Bachman. C'était un des pseudos de Stephen King. Et puis du coup, depuis, ça a été réédité. Et nous, je me souviens que quand j'étais en 3e, donc ça remonte à un temps que la moitié, même les 3/4 des gens qui nous regardent, ils n'étaient pas encore nés. Il y avait
notre prof de français qui était assez jeune et qui nous demandait ce qu'on voulait étudier. Et on avait dit qu'on voulait étudier Running Man, quoi. Donc on a lu le bouquin et, là, on a vu le film. Non, mais il y a des thématiques intéressantes, quoi. Cool. Surtout sur le pouvoir de la télévision, le pouvoir de est-ce que ce qu'on voit est vraiment vrai ou pas, tu vois. Donc, et c'était dans les années 80, donc tu vois, il y a un côté un peu visionnaire, je mets des grosses guillemets sur mes propos, mais sur ce qu'est devenu la télévision et ce côté ouais, c'est ça, c'est de la mise à mort à l'écran. Ça s'est revu par après dans d'autres films, mais t'as pas vu Running Man, je peux pas croire que t'aies pas vu Running Man, quoi. Je veux dire, pour moi, t'avais vu toute la filmo de Stallone et de Schwarzenegger et je me rends compte que c'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai. Effectivement, il me reste Les Faucons de la Nuit aussi, tu vas voir, par exemple. Par exemple. Non, c'est pas vrai. Ouais. En numéro 5 pour moi, le film Christine de John Carpenter. Ah je pensais pas que ça ferait cet effet-là. Non, mais j'étais sûr que tu l'avais un peu plus, classé un peu plus haut que moi. Ouais, ok. Oui, parce que tu sais comme ce réalisateur m'est cher. Voilà. Et parce que à force d'acheter tous ses Blu-ray, ça commence à coûter. Non, mais au final, c'est presque une œuvre majeure de John Carpenter, alors que c'était un film de commande. C'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il a vraiment mis du soin, je sais pas comment, tu vois, du cœur à l'ouvrage, voilà, c'est ça que je cherchais comme expression. Mais en tout cas, voilà, c'est terriblement prenant dans son évolution. Je trouve qu'il y a un vrai suspense. Clairement, il fait pas peur, mais je trouve que c'est pas forcément le but ni de King, ni de John Carpenter. C'est plus justement de faire travailler l'imaginaire et puis voilà, de brasser des thématiques. Et je trouve qu'il y arrive parfaitement avec Christine, qui est un film, je trouve, qui est bien coté, tu vois. Je trouve que ce film-là est de plus en plus aimé avec le temps, et je trouve que c'est complètement justifié. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à le voir. Il est sorti récemment chez Carlotta, là aussi, en 4K. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Ton numéro 4, Franck. The Shawshank Redemption, Les Évadés, de Frank Darabont, donc avec Tim Robbins et Morgan Freeman, si mes souvenirs sont bons. Alors, je suis sûr que les gens s'attendent un petit peu au haut du panier, là, au classement qu'on va faire. Oui. Mais vas-y, je te laisse poursuivre. Voilà, l'histoire pareille. Alors, je sais pas si je dois le dire parce que je me rappelle plus quand c'est révélé, mais grosso modo, quelqu'un qui est accusé d'avoir tué sa femme, c'est ça qui le trompait d'ailleurs. Franck, ne me regarde pas comme ça quand tu dis ça. Non, mais je sais plus si on l'apprend au début ou si c'est à la fin qu'on l'apprend. Je suis à deux doigts de mal le prendre, là, Franck. Bref, puis ce film il est classe, quoi. Et je trouve que justement, Darabont, l'image est beaucoup plus cinématographique, je trouve, que The Mist, quoi. Je trouve qu'il a plus de tenue, il a plus de classe, il est plus... c'est sûr que si tu compares The Mist et Les Évadés, forcément... Oui, mais comme c'est le même réal, tu vois, Je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas du tout ni le même traitement, ni le même point de vue, ni la même histoire... Non, mais c'est pas tant l'histoire opposée. C'est normal qu'ils soient opposés dans le style aussi, quoi, tu vois. Ouais, mais sauf que moi, The Mist, il y a un truc, une barrière visuelle qui fait que je ne rentre pas dedans. Enfin bon, bref, on va pas reparler de The Mist. Et Les Évadés, c'est passionnant de bout en bout, quoi. C'est immersif à souhait. Ouais. Je crois que c'est un des films les plus aimés. Les Évadés, si tu tapes sur les notations, tu sais, des films, je crois qu'il arrive en numéro 1 ou un truc comme ça. Les Évadés, c'est un carton. Ouais. Ça plaît à tout le monde, quoi. Mon numéro 4, Misery, de Rob Reiner, réalisateur de Stand By Me également, et de Quand Harry rencontre Sally, du coup. Ouais, d'accord. Mais voilà, Misery, c'est vraiment le genre de film que j'aime, qui, on l'a pas abordé depuis le début, mais traite de la création aussi, et c'est une thématique qui revient souvent chez King. Il y a un côté très autobiographique dans ses romans. Enfin, souvent, il traite de ses blessures personnelles, et là, le film parle justement de ce que c'est que de créer, et de ce que ça engendre. Et que quand on crée, on peut créer aussi des monstres, et parce que peut-être qu'on a une part de monstre en nous, et qu'on la communique en créant. Et c'est ce qui est vraiment bien avec ce film-là, c'est que on a des personnages... Je trouve que c'est un film qui me fait penser un peu au style Hitchcockien, moi. Vraiment une espèce de suspense comme ça, avec un personnage un petit peu malsain, tu sais qu'il se casse un truc, mais... Kathy Bates avait eu l'Oscar pour ce rôle. Ouais, je trouve que c'est mérité, c'est mérité. Après, James Caan est très bon aussi, mais vraiment, voilà, si vous connaissez pas, en gros, c'est l'histoire d'un mec qui est écrivain, donc comme Stephen King, et qui écrit son dernier roman. Il en a un petit peu marre, il a fait le tour en fait de ses romans, il en a un petit peu marre de son personnage principal, qui s'appelle Misery, il décide de lui mettre une fin, il le fait mourir. Et il va faire éditer ses écrits, sauf qu'il y a une tempête, et il a un accident, il se retrouve
à faire des roulés-boulés avec sa voiture. Et là, quelqu'un vient le secourir et l'emmène chez lui. Et il se retrouve en fait avec des jambes complètement congestionnées, avec des hématomes. Oui, puis cassées, elles sont cassées. Il est complètement défoncé dans tous les sens. Et par chance, cette femme est infirmière. Et est une grande admiratrice. Et c'est l'une de ses premières fans. Oui, je suis une de ses plus grandes admiratrices. C'est ce qu'elle dit sans arrêt. Et il faut pas en dire plus. Faut pas en dire plus, évidemment. Faut pas en dire plus. Voyez-le, il est vraiment bien. Mais donc ça traite de thématiques qui sont chères à Stephen King et surtout de cet aspect création qui m'a beaucoup intéressé. Et on y voit des parallèles avec les personnages, avec ce qu'est Stephen King et ce qu'il a traversé. Donc c'est très rigolo. Et puis ça fonctionne en termes de suspense. C'est surtout ça. Donc Misery en numéro 4, mon petit doigt me dit, Franck, alors je monte mon nez, mais c'est aussi mon petit doigt, tu vois, qui me disent que, à mon avis, ça figurera dans ton classement. Mais je n'ai pas envie de dévoiler la suite. Quel est ton numéro 3, Franck? Eh bien, on reste chez Franck Darabont avec La Ligne Verte. Très bien. Et alors La Ligne Verte, moi je l'avais découvert à l'époque, j'avais lu le livre avant. Et alors c'était rigolo parce qu'il avait été édité chez les éditions Larousse et c'était une histoire à suivre, c'est-à-dire tous les mois tu avais une portion du roman et c'est comme ça que King avait souhaité l'éditer. C'est-à-dire il en écrivait une première partie qu'il publiait et puis le mois d'après tu avais la suite et tout. Donc moi je l'ai lu comme ça, je l'ai découvert au fil des mois et c'était passionnant à lire, c'était vraiment une merveille à lire, c'était très fort et l'adaptation que Darabont en a faite est très très fidèle au livre. Ce qui fait que ça a été un vrai plaisir à voir puisque tu avais vraiment une illustration parfaite de ce que tu avais lu dans le livre. Pour moi, c'est une très très bonne adaptation d'un Stephen King. Tom Hanks, c'est Tom Hanks, il joue quand fidèle même à lui-même. Ouais, fidèle à lui-même. Charismatique, attachant. Propre. Propre, c'est un acteur propre. On sait pas si on n'a pas d'infos là-dessus. Non, mais bon, c'est toujours est-il que moi j'aimerais bien voir Tom Hanks dans le rôle d'un psychopathe ou un truc à contre-emploi. C'est vrai qu'il est souvent utilisé. C'est plus le gendre idéal. Enfin, maintenant c'est plus l'âge d'être un gendre, mais quoique avec l'évolution des mœurs. Bref, toujours est-il que voilà, la ligne verte. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. C'est pour moi, voilà. Une des meilleures adaptations de Stephen King. Ça, c'est mon numéro 3. Et toi, ton numéro 3 ? Les Évadés. Ah bah tiens, forcément. Voilà. Forcément, j'étais sûr au niveau du haut du tableau, on allait se mettre en accord, se rejoindre. Se mettre... Les Évadés, figure-toi que moi j'ai mis longtemps à adhérer à cette œuvre-là. Je l'ai regardé peut-être 5 fois, ce film au total, et c'est que récemment que j'ai vraiment pris du plaisir, si tu veux, à le mater. Parce qu'avant, pour moi, c'était pas une œuvre majeure. Et puis ça l'est devenu. Je sais pas, j'étais peut-être pas assez adulte, j'en sais rien. En tout cas, j'avais pas la sensibilité qu'il fallait pour aimer cette œuvre telle qu'elle le mérite, parce que vraiment, oui, c'est un film très touchant. C'est un film très humain et qui est passionnant de bout en bout. Donc oui, Les Évadés, grand classique. Je vais pas m'attarder là-dessus. Numéro 2. Eh ben, mon numéro 2, c'était Misery de Rob Reiner. Moi, j'ai lu le livre Misery. Et là, pareil, le film est très fidèle. Alors, sauf que dans le livre, tu peux lire le manuscrit qu'écrit Paul... c'est rigolo, ça. C'était quoi son nom à James Cain ? C'est Paul Sheldon, je crois. Je crois que c'était ça. Oui, c'est possible. Oui, c'est ça. Un truc comme ça, il me semble. C'est Sheldon, en tout cas. Et du coup, tu peux lire l'aventure de Misery. Et c'est génial, parce que tu lis le roman que c'est une dimension Annie Wilkes, donc l'infirmière, là, donc jouée par Kathy Bates, lit. Donc tu as en parallèle l'histoire qu'on voit à l'écran, et tu peux lire aussi l'histoire de Misery. Donc le bouquin est meilleur que le film en ça, qui est plus complet, mais l'adaptation qu'en a fait Rob Reiner est en tout point excellente, quoi. Ouais, c'est un petit bijou. Pour moi, c'est une des meilleures. De toute façon, voilà, c'est pas pour rien que je l'ai passé en deuxième position. Et puis, j'ai pas parlé du fait qu'il y a deux petites touches d'humour aussi dans ce film-là qui sont assez sympatoches, parce que c'est un thriller très angoissant. Et les flics, enfin le flic et sa femme, tu sais, c'est quasiment des comic relief. Ils ont tout le temps des petites expressions, c'est génial. Genre le flic, au début, quand il va essayer de voir s'il n'y a pas la voiture qui est ensevelie sous la neige, tu sais, il marche, puis il s'effondre dans la neige comme ça. Et là, il y a sa femme qui lui dit, tu veux de l'aide, ou non, ça va, je suis au mieux de ma forme, ou je sais pas quoi. Enfin, tu sais, il y a toujours la relation de couple qui... Ouais, puis en gros, elle est tout le temps en train de dire que tu vas me tromper, machin, il doit être avec son ex, machin, c'est très drôle. Alors qu'ils sont complètement sérieux, pour le coup, ils sont vraiment utiles, tu vois.
Donc, ouais, c'est la touche légère. Enfin, ouais, cette espèce de mélange de genres en fait qui est intéressant. Ouais, mais du coup, ça accentue l'effet quand les effets sont dramatiques. Ah oui, complètement. Ou les effets de suspense sont beaucoup plus. C'est d'autant plus choquant, effectivement, à certains autres moments, ouais, tout à fait. Mais voilà, Misery, voyez Misery, quoi. Il est très bien. Ton numéro 2 ? La ligne verte. Ah bah voilà. Mais oui, tu l'as évoqué, bah, j'en parle aussi, la ligne verte. Bah, tu vois, je l'ai mis au-dessus des évadés, au-dessus de tout ça. Moi aussi, je l'ai mis au-dessus des évadés. Oui. parce que c'est le film fantastique. Alors, là aussi, j'aime le mélange de genres, le mélange d'univers, parce que c'est à la fois un film sur l'univers carcéral, et en ça, il fonctionne aussi très bien. D'ailleurs, je crois que je l'avais évoqué dans mon top des meilleurs films de prison. Vous pouvez aller voir, c'est une vidéo qui fonctionne bien, d'ailleurs. Au passage, un petit peu de pub. Je mets un jingle de pub. Et à la fois un film fantastique pur et dur, quoi. T'as John Coffey, le génial acteur Rip, d'ailleurs, cet acteur, je sais plus comment il s'appelle, hein, mais il est décédé depuis. Michael Clarke Duncan. Exactement, qui sacrée gueule de cinéma, ce mec. Et puis son rôle est complètement émouvant, complètement touchant. T'as envie de verser ta larmichette. Ah non, il a brillé dans ce film. Ah ouais, et puis plus que dans Daredevil. Ben forcément. Et con. Non mais j'étais en train de réfléchir à son rôle dans Daredevil, mais oui, forcément, oui, effectivement. Il y a Daredevil et Daredéchamps. Ouais, ouais, bah oui, La ligne verte. Et donc La ligne verte, un grand film, grand classique. À voir, je pense que tout le monde l'a vu, mais si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas. Numéro 1, est-ce qu'il y a du suspense ? Il n'y a peut-être pas de suspense, c'est une des plus mauvaises adaptations de Stephen King, puisque même Stephen King l'a renié lui-même. C'est évidemment le Shining de Stanley Kubrick, qui, voilà, est pour moi... Alors moi je tiens à dévoiler que j'ai, en numéro 1, c'est un diptyque pour moi. Shining et Dr. Sleep. Je mets les deux ensemble. Parce que j'avais beaucoup envie de parler de Dr. Sleep, que j'estime excellent. Et voilà, Shining, pour moi, ça a été un traumatisme d'enfance, et maintenant, c'est un amour d'adulte, quoi. Ouais. Voilà. Enfin, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur Shining. Non, bah, les gens ont entendu parler 10 000 fois, donc on va pas brasser les poncifs. Les poncifs, effectivement. Mais ouais, bah, moi, j'ai envie de vous recommander de voir Dr. Sleep, du coup, parce que c'est à la fois la continuité du roman. En fait, Flanagan a réussi à rattraper les erreurs, entre guillemets, de Kubrick avec son Shining, puisque la fin était différente, il y a un certain traitement qui était différent. Bah, ouais, il réconcilie en fait l'œuvre littéraire avec l'œuvre cinématographique. Exactement, et c'est à la fois une bonne suite, à la fois une bonne adaptation du roman et du premier roman également. Donc, après, il paraît que l'œuvre de King, Dr. Sleep, est pas... Enfin, moi j'ai lu Shining alors, déjà. Peut-être que le film est meilleur que le roman, alors, parce que le film est vraiment excellent. Alors voyez-le dans sa version longue, qui est encore meilleur. J'ai pas vu la version longue. Et ça rajoute au moins 25 minutes de film, et pourtant, je te promets, Franck, je m'en suis même pas... Enfin, je me suis dit, mais merde, mais qu'est-ce qu'ils ont rajouté ? Tellement ça se tenait de bout en bout, tu vois. Et moi, c'est une œuvre qui me passionne, Dr. Sleep. Je trouve ça génial. J'en reparlerai sur la chaîne. Donc, je vais pas en parler maintenant, parce que je pense que je vais faire une vidéo dessus. Après, moi, j'ai lu le livre Shining, et c'était chiant comme la pluie. D'accord. Voilà. Après, il existe. Non, mais moi, j'ai pas accroché du tout. Bon, j'avais déjà vu le film avant, donc j'avais déjà ce fort attachement au film. Donc, effectivement, du fait que le livre soit complètement différent, il y a eu une adaptation télé de Shining, fidèle, elle, au roman. Et c'est une catastrophe. Enfin, je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu. Bah, le vois pas. Épargne-toi ça. C'est pas, enfin bref, c'est pas un plaisir. C'est vraiment pas un plaisir à regarder, quoi. Donc voilà, bon, ouais, il n'y a pas vraiment de surprise pour notre numéro 1, mais finalement nos tops étaient assez jusqu'au quatuor de tête, on va dire. C'était assez différent. Ouais. Bon, je me suis forcé à exclure ça justement pour que. Oui, mais moi ça, j'en ai pas parlé non plus, tu vois, à part de. L'option non mais c'est bien, téléfilm, effectivement j'avais peur, je vous dis tout, j'avais peur que cette vidéo à deux ne soit pas forcément le format idéal, parce que je me suis dit on va avoir les mêmes titres, parce qu'il n'y a pas 36 œuvres qui sont marquantes de Stephen King, et j'avais peur qu'on fasse le même classement, et effectivement il y a plutôt des disparités, donc c'est plutôt cool. Un dernier mot sur Shining, je trouve ça, enfin il fait partie de ces films qui, malgré le temps qui passe, dévoilent toujours des choses sur lui. Et ça, je trouve, enfin, puis ça vieillit pas, je trouve. Enfin, non seulement ça vieillit pas, mais tu sais, t'as masse d'analyses qui ont été faites sur ce film, et à chaque fois, tu découvres, c'est un vrai bijou, ça recèle de... Enfin, il y a plein de films dans... Ouais, alors après, il existe un documentaire qui s'appelle Room 237. Oui, effectivement, ouais. 237, 227, 237. Alors là, ça frise après la théorie même limite du complot, tu vois. J'accroche pas, du tout.
avec les théories qui ont été... répondre, je ne l'ai pas vu. Voilà, vu, c'est un documentaire. Ah d'accord, ok. Mais excellent. Ouais. Voilà, mais de toute façon, moi par contre, j'en reviens toujours pas que t'aies pas vu Running Man, quoi. Écoute Franck, ce sera le fin mot de cette vidéo, et je crois que, je sais pas, peut-être que la prochaine fois je l'aurai vu. Je t'en ferai part. Mais c'est un film qui te correspond en plus. Non mais sans... Je crains le pire. Non, mais vois-le, je te jure, vois-le. D'accord, très bien. Voilà. Bon, ben merci beaucoup pour ton classement, Franck. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas et éventuellement à la partager. Ça nous ferait vraiment du bien. Ça nous aiderait en tout cas. Et puis, pendant comme la dernière fois, sur notre top des meilleurs films de science-fiction, on va vous présenter quelques petites œuvres qui sont très agréables également à mater, qui sont donc des adaptations des films de Stephen King, parce qu'il y en a d'autres et que ça valait le coup. J'aurais bien aimé moi faire un top 15, tu vois, ça méritait presque. Parce qu'il y avait 2-3 autres films qui valent le coup d'être matés. Alors si tu me sors Maximum Overdrive, je me barre. Hein. Non mais alors je l'ai pas vu Maximum Overdrive. C'est la seule réalisation de Stephen King, il a bien fait de s'arrêter là. Parce que c'est c'est lui qui l'a réalisé. Ah oui, c'est pas... Il est sorti récemment en Blu-ray justement. Oui, mais c'est pas bon. Mais celui-là par exemple, celui-là mérite le coup d'œil, tu vois. Si, Franck, tu peux pas nier ça. Oui, mais tu l'as pas vu, tu dis non, mais tu l'as pas vu. C'est assez surprenant, un peu méconnu, mais pourtant intéressant. Ouais, c'est vrai. Bon, bah c'est bien. Hein, j'espère que tu m'as pas trop postillonné dessus et que j'ai pas reçu trop de Covid-19. Et réciproquement. Non mais le mien, si tu veux, il est bon pour la santé, le mien. Bah, le mien, c'était pareil. Mon Covid, tu peux le manger. Voilà. Mange mon Covid. À bientôt. Non, ça défile encore, dis pas à bientôt. Il y a encore des illustrations. Mais tu laisses défiler, on se casse et puis voilà. Oui, c'est vrai. Bon, Franck, je te fais pas la bise. Non, mais le cœurier. Je ne fais pas la bise non plus, le cœurier. On se retrouve, on se retrouve très bientôt. Parce qu'il y a une autre vidéo qui devrait vous intéresser, qui va sortir. Ciao, ciao. Alors on est réunis aujourd'hui pour faire un top des meilleurs films des adaptations de Stephen King au cinéma. Donc, oh putain, je suis pas, ça fait longtemps. Alors, attends. Donc on est ici réunis, Franck. Nous sommes réunis. Nous sommes ici réunis. Et du coup, qui est une adaptation. Du coup, qui est une adaptation. Ah merde, ça a été sûr, c'était sûr. Tu sais qu'à chaque fois que je fais des vidéos, quand j'écorche un mot et que je me dis surtout là, tu vas le répéter, tu ne vas pas l'écorcher. J'y ai droit pendant 5 minutes. Alors pense que tu vas l'écorcher. Ok. C'est une adaptation là aussi. Ouais. Un bâtard. Allez, recommence. Et toi donc, ton numéro 8? Eh bien écoute, moi je suis... on en est au numéro 7, Franck. Au numéro 7. Merde. Bien, puis-je enchaîner? Enchaîne. Ton numéro 7 donc. Putain, j'ai vraiment une mémoire de merde. Hein. En numéro 5 pour moi... Bon, relis ton papier. Non, ça va forcément venir, il faut que je travaille ma mémoire, sinon je vais devenir un vieux con. C'est bon. 22 minutes plus tard. Et toi, ton numéro 3? Je sais pas. Et toi, ton numéro 2? C'est pas possible.